Bien, je vous avais demandé de répondre en une phrase à la question suivante. Qu'entend-on par chimie verte? Eh bien, on peut simplement résumer ça en disant que c'est une chimie qui est la plus respectueuse possible de l'environnement. Quel autre nom peut-on lui donner? On appelle ça aussi la chimie durable, parce que c'est une chimie, si elle respecte l'environnement, peut durer dans le temps, et non pas, par exemple, si elle utilise des matières premières renouvelables, eh bien, ce sont des ressources limitées dans le temps. On ne peut pas dire que si on utilise des matières premières non renouvelables, que la chimie va être durable. Donc, chimie verte, chimie durable, chimie respectueuse de l'environnement. Classe de terminale S, la synthèse verte du phénol, correction. Donc vous avez dû prendre connaissance de cet énoncé. On va passer directement aux questions. On nous demande quelle valeur maximale l'économie d'atomes peut-elle atteindre? Justifiez simplement. Eh bien, dans le cas où tous les produits obtenus sont des produits voulus, l'économie d'atomes atteindra 100%. 1. Exemple. Supposons que l'on veuille produire uniquement du CO2. Ce n'est pas forcément un bon exemple puisque du CO2, il y en a plus qu'il n'en faut. Mais enfin, pour l'exemple, prenons celui-ci. Donc, il y a plusieurs façons de faire. En prenant du carbone pur, en le faisant brûler dans l'oxygène, on obtient du CO2. Ici, on n'a qu'un seul produit formé, le CO2 voulu. Si on calcule l'économie d'atomes par la formule donnée dans l'énoncé, qui n'est pas à connaître, la masse molaire du CO2 divisée par la masse molaire du carbone plus celle de l'oxygène, du dioxygène, on obtiendra évidemment 100%. Si on produit du CO2 à partir du méthane, CH4, on peut faire brûler le métal dans l'oxygène, on équilibre la réaction, il se forme ici de l'eau. On suppose que l'eau n'est pas un produit désiré, donc l'économie d'atomes, c'est la masse molaire du produit désiré, le CO2, divisé par la masse molaire des réactifs affectés de leur coefficient stoichiométrique. Et si on fait le calcul, on voit qu'ici, que l'économie d'atomes vaut 55%. Donc la réponse est bien de 100% au maximum dans le cas idéal. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la synthèse du phénol pour chacun des deux procédés. Donc nous avons ici le procédé 1, qui s'effectue en 3 étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir l'équation bilan, il faut ajouter tout ce qui se trouve à gauche des flèches et ce qui se trouve à droite. Et en faire ensuite le bilan. De sorte que cette espèce ici, le cumène, va se simplifier avec celle-ci et va disparaître du bilan. Cette espèce ici, qui est la même qu'à gauche, va s'éliminer également. Qu'est-ce qui va nous rester? Le benzène, plus le propène, plus du dioxygène, va donner le phénol, le produit voulu, et de la propanone. Voilà le bilan de la réaction. Benzène, plus propène, plus dioxygène, phénol, propanone. Alors on va le faire pour le procédé 2, même si ce n'était pas demandé. Ici, si on ajoute tout ce qui est à gauche et à droite, qu'est-ce qui va disparaître? Ceci va s'éliminer avec cela,
ceci va s'éliminer avec cela. Et l'eau également va s'éliminer. On aura 2 molécules de benzène avec une molécule de dioxygène qui formera 2 molécules de phénol. Donc ici, on a une économie d'atomes de 100% puisqu'on n'a qu'un seul produit final formé dans le bilan. Calculer la valeur de l'économie d'atomes dans le cas de la mise en œuvre du procédé numéro 1. On considère que la seule espèce chimique désirée est le phénol. Donc allons-y. Nous avons donc le bilan, l'économie d'atomes, la masse molaire du phénol, divisée par la masse molaire de tous ces réactifs ajoutés. Masse molaire du phénol, masse molaire du benzène, masse molaire du propène, masse molaire du dioxygène, et on obtient 61,8%. Donc si on faisait ça pour le procédé 2, comme je l'ai dit, on obtiendrait 100%. D'après les données fournies, indiquez en le justifiant précisément le procédé qui vous paraît le plus performant dans le cas du respect des principes de la chimie verte. De quelle autre information faudrait-il disposer afin de compléter la réponse? Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de tirer quelques principes parmi les 12, qui sont évidemment pas à connaître par cœur. On va juste en passer en revue quelques-uns, voir s'ils ont un rapport avec les procédés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, du point de vue de l'économie d'atomes, on a vu que le procédé 2 était meilleur que le procédé 1. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté, P2 meilleur que P1. Donc c'est ce premier principe ici qu'on vient d'étudier. Du point de vue de la nocivité, on peut aussi dire que P2 est meilleur que P1, car P2 n'utilise que de l'acide éthanoïque, qui est un produit courant, qui n'est pas dangereux, et de l'eau. Bien évidemment, du benzène dans les réactifs. Le benzène, c'est cette espèce-là, mais il est utilisé dans les deux procédés, c'est le réactif de base. Donc du point de vue de la nocivité, P2 meilleur que P1. En effet, P1 nécessite notamment du propène, qui pose quelques petits problèmes de sécurité. Utiliser des matières premières renouvelables. Donc ça, on l'a vu. Les matières premières renouvelables, on va voir ce principe-là. Alors, comme on vient de le voir, le procédé 1 utilise du propène. Le propène, ce n'est pas une ressource renouvelable, puisqu'on le trouve dans le pétrole. Donc de ce point de vue-là, P2 est encore meilleur que P1. Minimiser les besoins énergétiques. Donc évidemment, moins on utilise d'énergie pour faire les réactions, mieux c'est. Alors si on compare les deux procédés, on voit que le procédé 1 utilise des températures assez élevées, pression également, 34 bars c'est beaucoup, 110 degrés ici, 5 à 10 bars, 50 degrés, tandis que le procédé 2 apparemment se fait à pression ambiante, c'est pas précisé en tout cas. Par contre, ici, il nécessite des très hautes températures, 600 degrés, c'est très élevé. Donc du point de vue de ce principe, on peut dire qu'il y a plus ou moins équivalence, évidemment, il faudra avoir plus de détails pour répondre. Utilisation de catalyseurs. Donc les deux procédés utilisent des catalyseurs. Catalyseur acide ici. Milieu basique, là, on ne nous le dit pas, mais ça doit aussi avoir un rôle de catalyseur. De là également. Mais le procédé 2 utilise aussi des catalyseurs du palladium. Donc il y a équivalence du point de vue de l'utilisation des catalyseurs. On peut dire que P1, cependant, utilise des acides et des bases. Alors ça, c'est pas recommandé du point de vue de la chimie verte. On peut rentrer ça dans le principe de synthèse chimique moins nocive, comme on l'a vu déjà ici. On peut noter que le procédé 2 s'effectue en 2 étapes, alors que P1 en 3. Alors évidemment, moins il y a d'étapes, mieux c'est. On peut dire qu'on va évidemment éviter les déchets s'il y a moins d'étapes. Donc on pourrait le rentrer dans ce principe-là. Le nombre d'étapes peut contribuer à éviter les déchets. Si on fait le bilan, on voit que P2 est meilleur ici,
P2 est meilleur ici. P2 est meilleur ici. Ici, on a dit qu'il y avait équivalence. P2 est meilleur ici, n'utilise pas d'acide et de base. S'effectue en 2 étapes. Donc, après cette courte étude, on peut, en l'ayant justifié, dire que P2 satisfait plus au procédé de la chimie verte. De quelle autre information faudrait-il disposer afin de compléter la réponse? Eh bien, il faut se creuser un peu la tête. Effectivement, on pourrait se demander combien durent les opérations de chauffage. Évidemment, plus il faut chauffer longtemps, plus ça demande d'énergie. Il faudrait effectivement connaître la façon dont on extrait ou qu'on purifie le phénol formé, parce que ça peut engendrer des étapes qui ne respectent pas les principes de la chimie verte. Connaître la dangerosité des intermédiaires réactionnels formés, comme par exemple cette espèce dont on n'a aucun renseignement dessus, etc. On pourrait en trouver d'autres.